Tendance première, Véronique Tiberghien. On parle des violences éducatives ordinaires aujourd'hui dans notre émission avec Cindy Ablos. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans cette émission, Cindy. Vous êtes maman d'une petite fille de 3 ans et demi. Et c'est vous qui nous avez invités à penser, à réfléchir sur ce sujet. On s'est dit, banco. Comme quoi, quand on nous fait des suggestions, on les suit quand même de temps en temps. Vous désiriez parler de ce sujet parce que il existe une association en France. Il n'en existe pas en réalité consacrée en tout cas aux violences éducatives ordinaires en Belgique. Et vous vous êtes dit, ça serait bien que cette association, elle puisse naître en Belgique. Et depuis, vous œuvrez pour effectivement avoir une antenne en Belgique. Il faut dire qu'en France, la situation a fait parler d'elle à travers une loi qui a été votée très clairement. On en reparlera avec Aurora Makia qui sera avec nous, qui sera avec nous et qui est directrice de cette association. Laura Arnoun, bonjour. Bonjour. Vous êtes vous aussi maman. Et alors c'est marrant parce que quand je vous ai demandé de vous présenter, vous avez dit je suis une personne lambda. Je pourrais être votre voisine. Et c'est bien ça qui est intéressant en réalité. Parce que oui, vous, moi, tous les parents du monde ont certainement eu un jour un geste, une parole malheureuse et se sont dit, ou pas dans certains cas, mais en tout cas la plupart ont dû se dire j'aurais pas dû dire ça, j'aurais pas dû faire ça, ont eu quelques regrets et se sont dit on peut certainement améliorer encore la situation. Et c'est ça que vous vous êtes dit vous aussi un jour, il faut qu'on change parce que tout ça c'est un héritage qu'on n'a pas voulu et qu'on n'est pas obligé de transmettre à nos enfants. Tout à fait. C'est ça votre démarche à vous tout simplement de maman. C'est ça, tout à fait. Vous n'êtes pas parfaite, on est d'accord, mais personne ne l'est. On essaye de se parfaire. Voilà, oui, encore que je ne suis pas sûre que la perfection existe. On s'améliore. Ne mettons pas la barre trop haut tout de suite. On va essayer déjà d'être raisonnable. Par téléphone, nous aurons dans un instant, comme je le disais, Aurora Makia, qui est vice-présidente de l'association française Stop VEO, Enfants sans violence. Et c'est une association sur laquelle vous pouvez d'ailleurs retrouver le petit film d'une campagne nationale qui a été lancée en France, qui est relayée par énormément d'ailleurs d'associations consacrées aux violences éducatives ordinaires. Je vous propose un extrait de cette campagne. Tu devrais pas mettre ce t-shirt. Il te fait des gros bras. Qu'est-ce que j'ai fait pour avoir un fils comme toi? T'es une moins que rien. Heureusement que t'es jolie, ma chérie. Ça t'aiderait peut-être. Si j'avais su, j'aurais pas fait d'enfant. T'es une moins que rien! De toute façon, tu as toujours été beaucoup plus lent que ton frère. Des petites phrases qui vous évoquent peut-être quelque chose pour les avoir dites ou les avoir entendues de la part de vos parents. Si c'est votre cas, n'hésitez pas à en témoigner dans cette émission 02 737 26 06 par SMS 60 31. Et c'est vrai, Cindy Ablos, que ce sont des petites phrases un peu sibyllines. C'est pas forcément méchant, mais et en fait si. C'est ça. Voilà, c'est très important, comme on le voit bien dans la campagne de sensibilisation. C'est des phrases qui restent à l'intérieur de notre tête jusqu'à l'âge adulte. La façon dont nous parlons à nos enfants devient leur petite voix intérieure et ça les guide pour toute leur vie, jusqu'à encore à un âge très avancé, comme ce monsieur qui parle et qui dit « J'ai toujours été considéré plus lent que mon frère ». Voilà, dans mon cas personnel à moi, j'étais l'intelligente de la famille. Donc il fallait que je sois parfaite pour mériter l'amour de mes parents. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui est difficile à surmonter. Et je pense que je suis pas la seule dans le cas. C'est ça. Et je trouve que c'est très intelligent cette campagne parce que ce sont des adultes qui parlent et on ne comprend pas tout de suite à qui ils parlent. Et puis, ce n'est qu'à la fin qu'on se rend compte que ce sont des phrases qu'ils ont eux-mêmes reçues et qui sont vraiment ancrées en eux. Qu'est-ce qui vous a conscientisé sur ce phénomène des violences éducatives ordinaires? Qu'est-ce qui vous a, à un moment donné, motivé pour vous dire, mais on doit faire quelque chose chez nous aussi. Alors, ça a été tout un chemin et une longue progression. C'est-à-dire qu'il y a 5 ans, je pensais comme la majorité des gens. C'est-à-dire quand je parlais avec mon futur mari à ce moment-là de l'éducation de nos enfants, je disais, nous,
quand on dira non, ce sera non. C'est sûr, on ne va pas laisser notre enfant faire une scène au supermarché comme on voit souvent. Le monde va à volo et voilà, tout ça, c'est à cause des enfants rois. Et, tatati, tatata. Et puis, quand j'ai été enceinte, là, il y a plein de questions qui sont venues sur simplement comment langer un enfant ou quoi que ce soit. Et je me sentais perdue. Et donc, dans ces cas-là, qu'est-ce que je fais quand je me sens perdue? Moi, personnellement, ce que j'ai toujours fait, je lis. Je lis beaucoup d'auteurs différents pour avoir un panel assez large. Et puis, par hasard, en fait, dans la bibliothèque d'une de mes cousines, elle me refile un livre qu'elle n'a jamais ouvert, mais dont le titre me frappe tout de suite. C'est Thomas Gordon avec « Éduquer sans punir, comment apprendre l'autodiscipline aux enfants ». Autodiscipline? Comment est-ce possible qu'un enfant soit autodiscipliné? Enfin, je comprenais pas. Et puis, de lecture en lecture, ça m'a amené vers ce chemin et tout s'est recoupé. Quelles que soient les attitudes différentes de différents pédagogues ou psychologues, tout se recoupait vers le fait que les violences, même les plus infimes, sont improductives, en fait. Et donc là, je me suis dit, tiens, est-ce qu'il n'existe pas en Belgique une association qui sensibilise les parents à ça, à la fameuse estime de soi de l'enfant dont on a entendu parler au début de votre émission. Et donc, j'en ai pas trouvé. J'ai trouvé, par contre, Stop VEO en France. Et j'ai vu que, waouh, ils sont quand même plus de 5000. Et ils ont réussi, par leur force de citoyens, à quand même arriver à un niveau de proposition de loi pour vraiment clairement dire que les violences à but éducatif, les humiliations, faire peur et tout ça, stop. Voilà. Et que ça n'avait pas forcément non plus le développement par la suite voulu au départ. Et est-ce qu'on peut parler vraiment d'éducation dans ce cas-là? Aurora Makia est avec nous. Bonjour Aurora. Oui, bonjour à toutes et à tous. Bonjour, vous êtes vice-présidente de l'association française Stop VEO, Enfance sans violence. Vous êtes vous-même maman de 2 enfants, un garçon, une fille. Vous étiez également journaliste, vous êtes professeur et vous avez combattu avec cette association, évidemment, pour non seulement faire reconnaître les violences éducatives ordinaires, mais pouvoir aussi sensibiliser le plus large public à leurs conséquences. Si on doit définir très exactement ce que sont les violences éducatives ordinaires, c'est quoi? Les violences qui sont acceptées communément par une société pour éduquer un enfant, pour, soi-disant, le faire grandir. C'est-à-dire ce qui n'est pas interdit par la loi et ce qui est accepté par la société. Donc en France, par exemple, parce que ça change de pays à pays, en France, si un parent donne un fessé, un claque à son petit garçon, à sa petite fille, personne ne dira rien. Je suis une des rares à intervenir dans mon entourage quand cela arrive. Parce que vous, ça vous choque aussi personnellement? Oui, je suis... ça m'interpelle beaucoup et c'est vrai que je peux dire que ça me fait mal encore aujourd'hui. J'essaie d'intervenir le plus calmement possible auprès du parent. Des fois, ce n'est pas possible parce que c'est vrai que ça fait ressurgir des émotions assez violentes à moi. Mais j'essaie de faire comprendre que tout le monde devrait avoir cette attitude, c'est-à-dire ne pas tolérer ce que tolérer aujourd'hui. En sachant que la violence éducative, comme je disais tout à l'heure, n'est pas la même dans chaque pays. C'est-à-dire qu'il y a des pays au monde où on peut utiliser par exemple un bâton pour éduquer un enfant, pour le punir, alors qu'en France, l'utilisation d'un bâton n'est pas tolérée par la loi. Et les violences doivent rester raisonnables, ce qui ne veut rien dire en fait. Ce qui veut dire qu'il y a une forme de culture dans la violence, il y a une violence culturelle quelque part? La violence, c'est quelque chose, la violence éducative, c'est quelque chose qui se transmet de génération en génération. Donc, ça veut dire qu'on reproduit par déni, on reproduit ce qu'on a reçu par nos parents, par notre famille. Donc, c'est vrai que ça se transmet comme une forme de culture. Et même, je dirais, il y a quelqu'un qui disait que quand on apprend à un enfant, quand on le punit en utilisant les châtiments corporels, on lui apprend une langue maternelle. Et c'est ce que je vois tous les jours quand je vais au travail. Donc, je suis prof dans une école du sud de la France. Quand je vais au travail, je vois que dans la cour de récréation, les coups, ils servent pour plaisanter, pour jouer, mais pour se faire mal, pour rabaisser l'autre. Donc, les coups, les insultes, etc. Ah oui, c'est ça. Donc,
c'est vraiment intégré dans la façon d'interagir. C'est un moyen d'interaction des jeunes générations. Donc, moi, je suis dans un collège des enfants qui ont 11, 12, 13 ans, 14 ans. Mais alors, Aurora, vous dites que vous intervenez auprès des parents. J'imagine que ça ne doit pas être évident, parce que même moi, quelqu'un intervient dans une conversation avec mon enfant, par exemple, même si elle est houleuse. Ma première réaction, en tout cas, sans réfléchir, ça va être de m'énerver contre cette personne et de lui dire, mais mêlez-vous de ce qui vous regarde. J'imagine que c'est pas évident, ça a un côté un peu interventionniste. C'est pas du tout évident. Déjà parce qu'on n'est pas des policiers, on n'a pas été formés à ça, donc on essaie de trouver la meilleure façon d'intervenir. Ça ne se passe pas toujours mal parce que, disons que parfois, voilà, il y a justement des parents, beaucoup de parents qui sont des jeunes parents, je dirais, qui sont en demande. Ils veulent savoir comment faire, mais ils ne trouvent pas les informations qu'il faut et qui parfois ils me remercient à la fin de l'intervention. Et après, il y a forcément des parents qui réagissent violemment. Dernièrement, ce qui s'est passé, c'est que j'allais moi-même à un pique-nique avec mon petit garçon et j'allais dire bonjour à 2 personnes qui étaient déjà sur place, dont une que je ne connaissais pas. Et cette maman, la première chose qu'elle a fait, c'est donner un fessé à son fils. Je me suis sentie agressée parce que c'est un spectacle qu'on subit aussi quand on voit un enfant qui est maltraité physiquement. Et donc, à la place de dire bonjour, j'ai dit, excusez-moi, ne faites pas ça devant moi, ça me fait mal. Et ça a été très mal pris par les 2 femmes en question. Mais après, voilà, j'ai dit, mais écoutez, moi, je ne peux pas faire la bise à quelqu'un et après dire, excusez-moi, évite de frapper ton enfant. C'est la même chose si j'allais à un repas et je voyais un homme qui donne un gifle à sa femme, je pourrais pas dire un bonjour, tout va bien, bisous, voilà, et après dire il faut pas frapper une femme, quoi. Donc la tolérance, c'est pas la même entre, heureusement, les violences conjugales aujourd'hui ne sont pas tolérées, mais à l'époque, ils étaient tolérés et pareil, on n'acceptait pas l'intromission de l'État ou l'intromission de gens extérieurs dans ce qui était considéré la vie de famille, comme le couple, du privé. Le domaine du privé. On va se retrouver dans un instant. Aurora Macchia, vous restez bien avec nous. Cindy Aplos et Laura Arnoul aussi. Et on va reprendre des témoignages comme celui de Margot. Quand j'étais petite, je recevais des fessées à la pantoufle devant mes frères et sœurs quand je faisais pipi au lit. Pourtant, personne ne fait pipi au lit consciemment, nous dit Margot. Quand plus tard, j'en ai fait le reproche à ma mère, elle m'a assuré que c'était le médecin qui lui avait donné ce conseil. Par ailleurs, elle était douce et aimante, mais je n'oublierai jamais ces moments de honte. Nous étions à l'époque dans les années 60. Vos messages au 02 737 26 06 ou par SMS au 60 31. Tendance première. Et on parle de violence éducative ordinaire dans cette émission avec nos invités, bien sûr, et vos réactions qui nous arrivent nombreuses. D'abord celle de Marcel qui dit « Je ne suis pas d'accord avec votre intervenante car j'ai moi-même été battue et martinée à la ceinture par mes parents, mais je ne reproduis pas du tout le même schéma de mes parents. Il est important que cela soit rectifié. » Aurora Macchia, c'est vrai que même s'il y a une transmission de la violence éducative, il y a aussi des résistants et des résilients quelque part par rapport à cette situation, qui prennent conscience et qui ne reproduisent pas forcément. Donc il faut peut-être pas faire de raccourcis non plus. Mais comme vous le disiez, des formes de violence qui sont peut-être moins évidentes que de se prendre un coup de pantoufle sur le derrière ou même une gifle, qui sont des violences parfois plus insidieuses, moins voyantes, qui sont dans les paroles aussi, sont tout aussi pas méprisables, mais sont tout aussi à rejeter que la violence physique. On est bien d'accord. Oui, avant tout, oui, votre auditeur, il a raison. Heureusement, je veux dire, la reproduction, ça ne se fait pas automatiquement. Mais malheureusement, elle est très fréquente parce que si on n'aurait pas des chiffres si alarmants comme le fait qu'en France, par exemple, 75% des parents disent utiliser la violence éducative ordinaire. Les paroles, effectivement, comme vous le dites, la violence verbale peut avoir des répercussions très très graves, un impact direct sur le développement du cerveau de l'enfant et notamment sur la mémoire et la compréhension. Donc l'enfant va moins bien apprendre.
il y a des zones du cerveau, des structures du cerveau d'ailleurs qui peuvent être atteintes et moins se développer à cause justement des violences verbales répétées. Mmh. On a une mamie qui a réagi aussi et qui nous dit: j'ai 2 petites filles. Avec une de mes petites filles, c'est plus dur pour moi. Elle a 6 ans. Je monte tout de suite dans les tours dès qu'elle devient insolente. Je suis complètement désemparée par ses gestes effrontés, comme tirer la langue par exemple. Je la mets alors dans le couloir en lui disant que je n'aime pas ce tiroir-là chez elle. Elle revient, elle me nargue. Je la mets alors au-dessus de la cave, dans une pièce dans le noir, mais elle veut en sortir. Je coince ma jambe pour ne pas qu'elle parte. De rage, elle casse son serre-tête. Moi, j'essaye de rester calme. Je lui dis que si tu dis à mamie, je regrette, c'est fini, la journée continuera normalement. Mais qu'est-ce qui t'empêche de me dire cela? J'ai tenu jusqu'au bout, nous dit cette mamie. Au-delà de son caractère, je pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez moi. Je m'en rends compte que je ne supporte pas ce genre de caractère. Ces enfants qui essayent d'être au-dessus, la plupart du temps, je dois me retenir avec elle pour ne pas l'accrocher au porte-manteau. Je me dis que c'est aussi moi et que c'est aussi de ma faute. Il y a quelque chose peut-être de nouveau aujourd'hui par rapport à ce que nos parents ont vécu. Et encore, j'étais pas dans la tête de mon père ou de ma mère dans ces cas-là. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi une forme de souffrance de la part des parents qui parfois exercent de la violence éducative ordinaire lorsqu'ils s'en rendent compte, qu'ils ne savent pas comment faire, qu'ils ne savent pas s'en sortir et qu'ils sont par contre conscients que ça ne va pas et que ça n'est pas des bons gestes ou des bonnes paroles? Oui, bien sûr. Est-ce que c'est une forme de culpabilité? Alors, notre campagne, par exemple, contre la violence verbale n'a pas pour but de culpabiliser les parents, même parce qu'elle s'adresse en général à tous les adultes, donc aussi des grands-parents, mais aussi des enseignants qui ont affaire à des enfants. Et donc, le but, ce n'est pas la culpabilité. Par contre, il peut y avoir effectivement un sens de culpabilité. Effectivement, il y a une prise de conscience aussi de la part des parents et grands-parents concernant les méthodes éducatives. On remet en question de plus en plus. Et la culpabilité peut ne pas être dramatique si elle représente une porte de sortie. Je vais faire autrement. Mais pour faire autrement, déjà, il faut essayer de guérir ces blessures antérieures. Et donc aussi s'informer. Alors grâce à Internet aujourd'hui, on a à disposition, donc en fait on a la planète entière à disposition pour pouvoir s'informer. Il y a aussi des auteurs que j'ai conseillés à titre personnel comme Catherine Guégaud, qui c'est un médecin et qui a écrit par exemple un livre qui est Vivre heureux avec son enfant. Alors ce sont des personnes justement qui explique comment faire autrement. Et après, c'est à nous, à travers ces livres, à travers cette information, il y en a plein d'autres, Olivier Morel aussi, qui a écrit La Fessée, prendre conscience de nos agissements et essayer de trouver la solution. Tous les enfants ne sont pas pareils, c'est pour ça que cette grand-mère trouve une petite fille plus insolente que l'autre. Et donc, ils ont chacun leur tempérament et il faut faire avec. Ce qui marchera avec un ne marchera pas avec l'autre. Pas forcément avec l'autre. Par contre, une dernière chose, c'est que l'enfant a un cerveau immature. Et le problème vient du fait qu'on pose un regard d'adulte sur un comportement qui est enfantin, un comportement qui est dû justement à ce cerveau immature. Par exemple, un enfant, il ne peut pas se calmer seul et il exprime ses besoins, il l'exprime avec les moyens qu'il a. Donc on ne peut pas lui demander un raisonnement, on ne peut pas lui demander puisqu'il est dominé par ses émotions et par son cerveau archaïque. Donc il faut mieux connaître aussi le fonctionnement du cerveau de l'enfant. Disons qu'à partir, par exemple, le cortex préfrontal, il commence à se développer à partir de 5 ans de l'enfant. Et le cerveau d'un être humain, on estime qu'il arrive à maturité autour de 25 ans. On va y revenir dans un instant. Cindy, vous gardez bien votre idée en tête, bien sûr. On reprend aussi les témoignages de nos auditeurs, juste après ceci. Tendance première, Véronique Tiberghien. Parmi les témoignages qui nous sont arrivés par SMS au 6031, cette citation d'Alice Miller: frapper un adulte, c'est de la violence. Frapper un animal, c'est de la cruauté. Frapper un enfant, c'est de l'éducation.
On sourit, mais on se dit, oui, quand même, c'est un peu rude, hein, quand même. Mais voilà, c'est de cela dont on parle aujourd'hui quand on parle des violences éducatives ordinaires. Cindy Ablos, vous vouliez réagir par rapport à ce qu'on disait, parce que c'est vrai que dans beaucoup de témoignages qu'on a, on a beaucoup de culpabilité de la part des parents qui se rendent compte qui se disent, effectivement, il doit y avoir un autre moyen, même si, effectivement, certains nous disent, moi j'en ai eu aussi des tatanes quand j'étais gamine ou quand j'étais gamin, j'en suis pas mort, mais qui se rendent compte qu'on peut certainement faire autrement, mais qui ne savent pas comment, Cindy. Oui, tout à fait. Et c'est pour ça que, moi j'ai voulu vous interpeller et passer à la radio belge. C'est parce que maintenant, grâce aux réseaux sociaux, on a une mine d'informations extraordinaire. Il y a aussi ces neurosciences dont Aurora Macchia parlait au téléphone qui nous indiquent et en fait qui nous prouvent scientifiquement des choses qu'on sait à l'intérieur de notre cœur en fait. Et que de grands pédagogues tels Montessori ou Freinet avaient déjà développé à l'après-guerre dans cette réflexion de dire mais à la base, comment peut-on éradiquer la violence ou en tout cas à l'arrivée après proche de zéro. Et en effet, c'est par ce travail sur la parentalité. Et je suis ravie de voir que beaucoup de vos auditeurs sont positifs en se disant, en ayant quand même cette conscience de dire il y a moyen de faire autrement. Et c'est pour ça qu'il faut des structures, je pense, institutionnalisées. C'est un mot difficile à dire. Peut-être pour aider les parents encore plus. Et ne pas seulement aider les parents qui sont déjà gravement en difficulté ou en burn-out parental, comme on en parle maintenant, mais déjà agir dès la base et informer de cette immaturité du cerveau. Et ça, je pense qu'il n'y a qu'une structure plus institutionnelle qui pourrait le faire à grande échelle. Laura, on parle beaucoup de culpabilité dans le chef des parents. Vous aussi, parfois, ça vous ronge. Vous faites comment pour composer avec cette culpabilité, vous, personnellement, hein? Alors moi, personnellement, attendez, je retire mon casque. Voilà. Moi, personnellement, oui, j'ai beaucoup de culpabilité quand je fais des fautes avec mon fils. Je sais comment je dois agir, mais c'est pas toujours facile. On a des automatismes, des choses, soit qu'on reproduit parce qu'on les a reçues, soit parce que la société nous a éduqués à réagir comme ça dans telle situation. Et donc, oui, parfois on fait des fautes. J'essaye toujours de réparer. On peut toujours essayer d'expliquer à l'enfant, même tout petit, même s'il ne parle pas encore bien, voire pas du tout. Et donc la culpabilité, comme l'avait dit Aurora Macchia, peut être un moteur. On a aussi une réflexion intéressante de Martine. Je suis maman de 3 enfants, grand-mère de 3 petits-enfants. Il m'est arrivé de m'énerver sur les enfants lorsque j'étais fatiguée. Le fait de m'en excuser auprès d'eux, en leur expliquant pourquoi je m'étais énervée, le dialogue, etc., ça a calmé la situation. Dans les cas de violence exceptionnelle, je pense que le parent doit être le premier à se pardonner et comprendre pourquoi il s'est emporté. Cindy, ça vous parle? Oui. Exactement, voilà. C'est justement un signal d'alerte disant que chez nous, il y a quelque chose à guérir à l'intérieur et qui vient probablement de plus loin de notre propre enfance en fait. C'est ce que j'ai dû personnellement faire, même si au regard de la loi, je n'ai pas été un enfant maltraité, mais l'accumulation de plein de choses, de plein de situations, de faits anodines, ont fait que je suis devenue une jeune adulte qui était emprisonnée dans plein d'enfermements, dans plein de, comme on parle de croyances limitantes, on en parle beaucoup maintenant, mais ça vient de l'enfance. L'enfance, c'est vraiment la racine, et donc il faut la soigner. Ça mérite qu'on prenne le temps d'y réfléchir, sans pour autant s'enfermer dans la culpabilité, mais c'est vrai que c'est un moteur, comme on le dit. Oui. Toute mon enfance, j'ai subi le chantage affectif, les brimades, je ne sais quoi faire de toi, je ne ferai rien, tu ne feras rien de ta vie. Je n'avais pas les bonnes notes, les bonnes valeurs. J'ai même agi de la même façon avec mon compagnon. Maintenant, j'en suis sortie avec de l'aide et de la volonté, mais ce n'est pas toujours facile, nous dit cette personne. Aurora Macchia, c'est vrai que ces formes de violence éducative ordinaire, elles peuvent avoir des conséquences sur le long terme. Ça peut commencer à l'école avec des situations de violence reproduites à l'école. Et dans ces situations de violence, on pense évidemment au harcèlement, mais il peut y avoir d'autres choses. Et puis par la suite aussi, plus grand et même adulte, on parle beaucoup de violence aujourd'hui au sein du couple, de manque de respect aux femmes. On parle aussi beaucoup de harcèlement, de choses comme ça. Mais tout cela peut aussi avoir, alors pas uniquement bien sûr, moi je suis pas une spécialiste, je suis pas un psychiatre non plus, mais ça peut aussi avoir des racines dans ce qu'on a vécu dans notre enfance avec ces violences éducatives ordinaires, non ? Oui, mais ça, sûrement, c'est racine à l'enfance. Alors, c'est peut-être pas le cas pour tout le monde, mais effectivement, ce qui nous apprend la violence éducative, c'est que, voilà, c'est la loi du plus fort. Donc, les parents, on dépend, ils peuvent faire ce qu'ils veulent presque de nous.
Et on trouve ça normal parce que tout autour c'est normal. Je veux dire, quand je demandais dans certaines de mes classes s'ils avaient déjà subi des violences, ils me disaient oui, mais tout le monde ici a eu un fessé, il y a eu une gifle. Donc comment se confronter à quelqu'un qui n'a pas vécu ça puisque c'est la norme. Donc savoir que ce n'est pas normal, ce n'est pas une évidence. Et donc on grandit en pensant oui, voilà, je peux m'en prendre plus faible que moi. Plus faible au sein du couple, entre guillemets, c'est souvent les femmes. Et voilà, on reproduit la violence conjugale qui n'est d'autre que ce qu'on a appris quand on était enfant. On peut aimer frapper et on peut être aimé et se faire frapper. Donc voilà, c'est vraiment ce qui se passe quand un adulte frappe son conjoint ou sa conjointe. Cindy, on pourrait imaginer une antenne Stop VEO en Belgique ? Je l'espère. Tant que vous êtes en communication à travers la radio, je ne sais pas, on peut peut-être organiser un truc là. Oui, mais déjà, en fait, nous avons créé un groupe Facebook qui s'appelle vraiment Stop VEO Belgique. Donc, si vous souhaitez le trouver sur Facebook, c'est tout en majuscule, Stop, espace VEO, espace Belgique. Et vous trouverez dessus. Pour l'instant, évidemment, il a été créé le 2 juin 2017. Donc, on a encore un très petit nombre de membres. Ah oui, non, celui qui a été créé en 2009, c'est le français. C'est ça. Français, voilà. Donc il faut bien chercher le plus récent. Oui. Aurora Makia, on imagine une antenne en Belgique pour pouvoir justement discuter, avoir des groupes de discussion, avoir aussi, comme vous le faites en France, des supports, pouvoir trouver ces supports facilement et pouvoir avoir des échanges. Les supports du moment, je veux dire, même des citoyens belges peuvent adhérer à l'association, même si elle est en France. Mais le but, c'est justement d'avoir un jour en antenne de l'association et pas simplement le groupe Facebook. Moi, sur le site Stop VO, vous pouvez lire une citation, ma citation qui dit « Faire avancer la cause des enfants en France, et on peut ajouter en Belgique, c'est la faire avancer dans le monde, le nôtre est un combat sans frontières ». Je pense vraiment que comme pour les grands combat pour faire avancer les droits dans le monde, donc l'abolition de la peine de mort, l'égalité entre les femmes et les hommes. Pour celui-ci aussi, c'est valable. Je veux dire qu'en faisant un pas en avant en Belgique, en France, on le fait faire aussi aux autres États. Très rapidement, je suis désolée de devoir vous interrompre, Aurora, mais on arrive à la fin. Et je rappellerai en attendant stopvo.org pour avoir les informations. Cindy, rapidement, pour conclure. Voilà, très rapidement, je profite de l'antenne et de l'audience qui m'est exceptionnellement donnée pour justement faire appel à des gens qui sont déjà en Belgique actifs sur la petite enfance et dire qu'on pourrait faire quelque chose ensemble. Voilà. En tout cas, c'est votre vraie volonté, on vous sent très motivé, donc ça serait dommage que cette motivation ne soit pas à un moment donné récompensée. On est ravis de vous avoir reçu On est ravis de vous avoir reçus toutes les trois en studio et de pouvoir avoir au moins amorcé la discussion sur ce sujet. Merci aux auditeurs d'avoir été très nombreux à réagir pour faire part la plupart du temps de violences qu'ils ont subies eux-mêmes et nous faire part surtout du sentiment qu'ils s'en sont sortis, que ça a été dur et que surtout ils ne voudraient plus que ça se reproduise avec les autres petits-enfants à venir. Merci à toutes les trois. Merci. Tendance première. 10h.